Notre planète Terre est un monde en perpétuelle mouvance. L'incroyable évolution de la vie depuis ces derniers milliards d'années en est une preuve irréfutable. Tsunamis, séismes et éruptions volcaniques ont et continuent de dévaster des parties de la planète, entraînant des modifications du monde vivant et de la physionomie de sa surface. C'est ainsi que des continents se voient rayés de la carte ou que des espèces, comme de nombreux dinosaures, disparaissent. Mais la destruction d'une espèce n'est au final pas une fin en soi, mais plutôt un anneau faisant partie d'une chaîne évolutive très précise. Des cataclysmes s'abattent depuis la nuit des temps sur le monde. Et les récits de ces événements sont transmis de génération en génération depuis des milliers d'années. Ce concept de destruction du monde, souvent lié à la religion dans la mythologie, met généralement en lumière une divinité venue punir les hommes de ne pas avoir respecté leurs principes. Mais parmi toutes les histoires légendaires recensées depuis le début de la vie, l'histoire de l'Atlantide est celle qui aura le plus fait parler d'elle. Son nom, à lui seul, représente le rêve et le mystérieux. Presque comme si, dans les consciences collectives, cette île disparue avait toujours existé. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les mystères des profondeurs à la recherche de la célèbre cité perdue de l'Atlantide. Avant de partir à l'aventure, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous et bon voyage! Détaillée par le philosophe Platon comme abritant une civilisation très avancée dotée de connaissances révolutionnaires, l'île de l'Atlantide est un véritable havre de paix. Un climat idéal y règne et les Atlantes jouissent de terres fertiles et une justice irréprochable. Ce monde merveilleux connaîtra cependant une fin désastreuse, puisqu'il disparaîtra sous les eaux en un jour et une nuit, à la suite d'un cataclysme provoqué par une divinité. L'Atlantide continue aujourd'hui de déchirer les scientifiques. Elle demeure néanmoins très mystérieuse. Tantôt retrouvée dans l'Atlantique, tantôt en Amérique, d'autres voient en la Sardaigne les vestiges de la cité engloutie. Des théories sur le sujet abondent depuis toujours. Pourtant, aujourd'hui, aucune d'entre elles ne convient à la majorité. Mais quel est le point de départ des représentations de l'Atlantide? Comment son histoire est-elle née? Ce continent disparu a-t-il réellement existé? Ou est-il simplement le reflet du fantasme d'un mode de vie idéalisé? Le philosophe grec Platon est le premier auteur à écrire sur l'Atlantide à travers ses deux dialogues, le Timée et le Critias. Il était certainement très loin de soupçonner à l'époque que son récit ferait l'objet de débats passionnés plus de 2000 ans après sa rédaction. Platon est né en 428 avant Jésus-Christ à Athènes. Le philosophe vient d'une riche famille aristocratique. Platon ne serait pas son vrai nom. En effet, selon les pratiques des grandes familles de son pays, il aurait dû recevoir le nom de son grand-père, soit Aristoclès. Platon, qui vient de Platos et qui signifie largeur, serait donc un surnom qui lui aurait été donné en référence à son physique. En effet, Épictète l'a décrit comme un bel homme, robuste et surtout large d'épaules. Sa force lui aurait d'ailleurs valu de remporter 2 prix aux Jeux Olympiques et aux Jeux Isthmiques. Il était a priori très calme et discret et, malgré son physique sportif, il préférait se consacrer à l'écriture de poésie, de tragédie et de vers lyriques. Puis, la peinture et la musique sont venues compléter son savoir artistique. C'est en 408 avant Jésus-Christ, alors qu'il avait décidé de quitter Athènes pour rejoindre l'armée, que Platon rencontra Socrate, l'un des créateurs de la philosophie morale.
Ce dernier l'aurait surpris en train d'acheter des armes, aurait tenté de l'en dissuader et convaincu de se tourner vers la philosophie. Platon abandonne alors toutes ses œuvres et l'idée de concourir pour la tragédie grecque. Il devient dès lors le disciple de Socrate, jusqu'en 399 avant Jésus-Christ, date de la condamnation à mort de ce dernier. D'après Diogène Laërce, on raconte que Socrate eut un songe. Il vit sur ses genoux un cygne qui se couvrit de plumes et s'envola. Le lendemain, Platon vint se joindre à lui comme disciple, et Socrate déclara que Platon était l'oiseau qu'il avait vu en songe. Platon choisit d'exprimer sa conception de la philosophie sous une forme atypique, en écrivant des dialogues. De cette manière, il souhaite mettre en avant un aspect primordial dans la recherche du vrai. Il faut être plusieurs pour dépasser les idées particulières et accéder à la connaissance universelle. Pour Platon, on emprunte le chemin de la vérité lorsque des opinions se mélangent, s'entrechoquent, s'opposent et se complètent. Ses premiers travaux écrits du vivant de Socrate, qui occupent par ailleurs une place prédominante dans ses dialogues, concernent la recherche de l'essence. Cela se traduit par des questions de définition. Qu'est-ce que le pieux ? Qu'est-ce que le beau ? À l'issue de cette période de 9 ans de travail avec son mentor, Socrate fut condamné à mort pour corruption de la jeunesse. En effet, il était encore mal vu à l'époque de philosopher et cela pouvait être considéré comme de la propagation d'idées dans la cité. Inquiet de son sort, Platon décide de fuir Athènes avec quelques autres disciples et se réfugie à Mégare chez un philosophe de l'école socratique, Euclide de Mégare. À partir de là, grâce à différentes influences, il fait évoluer sa réflexion afin de développer sa propre doctrine, la théorie des idées. Il s'agit d'un dualisme entre deux réalités, le monde sensible, qui change et se dégrade, et le monde intelligible, qui est éternel et impérissable. En 387 avant Jésus-Christ, Platon fonde sa propre école à Athènes qu'il nomme l'Académie. Il y enseignera durant 40 ans. La philosophie est bien sûr étudiée, mais également de nombreuses sciences exactes telles que les mathématiques et l'astronomie. C'est la première école organisée comme une université, avec des logements étudiants et des salles de conférences. La transmission écrite demeure quasi inexistante, tout reposait sur l'enseignement oral. De nombreux philosophes reconnus sont passés par l'Académie, comme Aristote, qui est resté 20 années. Platon meurt en 347 avant Jésus-Christ, à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui 2 ouvrages inachevés. Platon a laissé derrière lui de nombreux textes célèbres comme le Banquet, le Livre des Lois ou encore le Phédon. Loin d'être ses ouvrages les plus connus, le Timée et le Critias ont cependant une place essentielle dans son œuvre. Ils ont aussi un point commun. Ils traitent tous les deux de l'existence de l'Atlantide. Il s'agissait au départ d'une trilogie d'ouvrages regroupant le Timée, le Critias et l'Hermocrate. Une partie s'est cependant perdue durant l'Antiquité, si bien qu'aujourd'hui il ne reste plus que le Timée, en intégralité, et une partie du Critias. La pensée grecque de cette époque mettait un point d'honneur à la réflexion de la juste place de l'homme dans le cosmos. Aussi, c'est dans cette optique que Platon, à travers ses 3 dialogues, décida d'aborder des origines du monde et de l'humanité. Même si, à l'époque, ces textes ne font pas l'unanimité, c'est au XVe et au XVIe siècle qu'ils vont fortement influencer les humanistes de la Renaissance, en particulier le Timée. Platon recueille alors énormément d'enthousiasme et il est perçu comme l'une des représentations les plus abouties de la sagesse grecque. Les mathématiciens et philosophes de l'époque pensent que le Timée renferme un secret mystérieux, car le ton des dialogues semble différent des autres. Chacun essaie donc de découvrir le sens caché du texte. Le Timée, première partie de la trilogie,
ouvre le bal sur un généreux discours détaillant les origines de l'homme et de l'univers. On pourrait se demander quel est le rapport avec l'Atlantide, mais en réalité, le sujet trouve naturellement sa place dès le début du texte. Le Timée débute en expliquant que Socrate avait conversé la veille avec 3 de ses invités, Timée, Critias et Hermocrate, au sujet de la politique. Socrate avait décrit ce qui était pour lui l'État avec les meilleures lois et le meilleur mode de gouvernement. Au début du dialogue, Socrate revoit ses amis et se demande si la constitution qu'il a imaginée la veille est une organisation qui peut réellement exister. Il invite alors ses 3 interlocuteurs à donner leur avis. C'est Critias qui prend la parole le premier. Il explique qu'à l'âge de 10 ans, il a entendu une histoire, de la bouche de son grand-père de 90 ans, qui donne matière à réfléchir. Ce dernier la tenait lui-même de son père, Dropide, qui avait été un proche de Solon. Solon est un poète et un homme d'État athénien qui fait partie des 7 sages de la Grèce. Il est considéré comme celui qui a instauré la démocratie à Athènes et est à l'origine de nombreuses réformes qui ont étendu le rôle de la classe populaire dans la politique athénienne. Solon révéla donc à Dropide qu'à son retour d'Égypte, un vieux prêtre égyptien lui aurait raconté qu'Athènes avait eu les plus belles institutions politiques 9000 ans auparavant. Elle était dotée de l'armée la plus vaillante et aurait accompli de belles choses. Le prêtre indiqua à Solon qu'il gardait ici de nombreux écrits relatant de grandes actions qui forcent l'admiration. En effet, à l'époque, les Égyptiens n'ayant vu leurs terres ravagées ni par des déluges, ni par des séismes, ils ont en leur possession des traces écrites du passé. Le prêtre évoqua une action qui aurait dépassé en grandeur et en héroïsme toutes les autres. Les monuments écrits décrivent qu'autrefois la cité aurait détruit une immense puissance qui marchait insolemment sur l'Europe et l'Asie tout entière, venant d'un autre monde situé dans l'océan Atlantique. D'après les descriptions de ce prêtre égyptien, une grande île émergeait au-delà des colonnes d'Hercule, ou plus communément appelée détroit de Gibraltar, nommée l'Atlantide. Elle était en taille aussi vaste qu'un continent, bien plus grande que la Libye et l'Asie réunies. De cette île, on accédait à d'autres îles, puis à tout le continent. Critias raconte que sur l'Atlantide régnaient des rois très puissants qui avaient sous leur contrôle l'île entière, ainsi que certaines autres parties du continent comme l'Europe, la Libye et l'Égypte. Mais la courageuse Athènes ne percevait pas les choses sous cet angle. Son armée se lança dans un combat en opposition à l'invasion des Atlantes afin de stopper l'esclavage et rendre une entière liberté à tous les hommes venant d'en deçà des colonnes d'Hercule. À la suite de cela, Critias décrit un dénouement brutal puisque de grands tremblements de terre et des inondations seraient survenus, engloutissant en un seul jour et en une seule nuit l'île d'Atlantide et sa population. Critias arrêta sa conversation sur ces dernières paroles, mais promit de revenir compléter le sujet dès le lendemain, puisque les hommes ont déjà prévu de se revoir. C'est donc dans le Critias que Critias reprendra les premiers éléments livrés et les détaillant davantage. Pour finir le dialogue, c'est Timée, le plus savant en mathématiques et en astronomie d'entre eux, qui décide d'aborder un tout autre sujet. Pendant près de 100 pages, il exprimera son avis sur la formation de l'univers ainsi que sur la formation de l'homme. Il démontre que la construction des lois humaines et des constitutions doivent se faire dans la continuité des lois naturelles. On comprend aisément qu'après un si long monologue, le texte porte son nom. Le Critias est la suite du Timée. Comme convenu, les 4 hommes se retrouvent le lendemain afin de continuer leurs échanges.
Timée ayant longuement monopolisé la parole dans le premier texte, c'est cette fois Critias qui commence à parler. Comme annoncé la veille, Critias va aujourd'hui apporter plus de détails sur le sujet de la rivalité entre l'Atlantide et l'Athènes des origines. Il choisit pour cela de détailler chaque peuple séparément afin de contextualiser le combat qu'il y a eu entre les deux. L'Athènes des origines. À cette époque, les dieux s'étaient partagé la terre sans aucune contestation. Chacun se voyait ainsi octroyer une contrée dans laquelle il devait s'installer et prendre soin. Chacun des dieux prit soin des hommes qui habitaient sa terre. Critias compare même cela à un berger avec son troupeau de moutons, mais sans avoir à utiliser la violence. En pilote habile, les dieux se servirent de la persuasion pour diriger et conduire les hommes. Critias affirme que ce sont Vulcain et Minerve qui eurent la responsabilité de la Grèce et donc d'Athènes. Dans cette civilisation, les femmes s'occupaient également des travaux de la guerre puisque les dieux estimaient que hommes ou femmes peuvent naturellement exercer les facultés inhérentes à l'espèce. Il y avait différentes classes d'hommes qui s'occupaient des métiers et de l'agriculture. Les guerriers, quant à eux, étaient considérés comme des hommes divins et vivaient à part. Ils exigeaient des autres citoyens uniquement ce dont ils avaient besoin pour vivre et subvenir aux besoins de leur famille. Ils vivaient seuls sur le sommet, autour du temple de Minerve et Vulcain. Les laboureurs et artisans étaient eux sur les flancs. Critias décrit aussi la ville comme elle était à l'époque et insista sur le fait que les habitants n'étaient ni pauvres ni riches, mais se satisfaisaient génération après génération du juste nécessaire pour vivre. Ces hommes gouvernaient avec justice la cité et la Grèce, et forçaient l'admiration de l'Europe et de l'Asie. Après cette présentation du peuple d'Athènes, Critias enchaîna sur un long discours dans lequel il développa longuement sur l'Atlantide en reprenant le fondement de leur histoire. Les origines de l'Atlantide. Lors du partage du monde entre les dieux, l'Atlantide a été remise à Poséidon, également connu sous le nom de Neptune, dieu des mers, des océans, des sources et des tremblements de terre. D'après Critias, Poséidon installa sur une partie de l'île ses enfants qu'il avait eus avec une mortelle. Un peu plus loin de là, vivait un couple, Événor et Leucippe, avec leur fille, Clito, désormais en âge de se marier. Poséidon en devint follement amoureux et décréta de s'unir à elle. Dans l'intention d'isoler leur couple, il fit creuser un fossé qu'il remplit d'eau autour de la colline que Clito habitait. L'art de naviguer étant encore inconnu, cette partie était devenue inaccessible. Mais fort de ses pouvoirs divins, Poséidon embellit l'île plus que de raison et en fit un véritable petit paradis où il faisait bon vivre et dans lequel poussaient en abondance de riches fruits et légumes. Critias ajouta que Poséidon fit couler 2 sources, une source d'eau chaude et une source d'eau froide. Dans les années qui suivirent, Clito accoucha 5 fois de jumeaux de sexe masculin. L'île fut par conséquent divisée en 10 parties. Et Poséidon donna à l'aîné la partie de sa mère avec toute la campagne environnante. Ce fils devient le roi sur tous ses frères. Il fut prénommé Atlas. Ses 9 frères furent également nommés souverains d'un pays de l'île. Les richesses de l'Atlantide. La souveraineté d'Atlas se transmit de génération en génération. Le plus âgé des descendants reprenait le trône et le pouvoir perdura dans la famille pendant de nombreux siècles. Au sein de l'île, les Atlantes produisaient eux-mêmes tout ce qui leur permettait de subvenir à tous leurs besoins, tant au niveau alimentaire qu'au niveau des matériaux. Critias parle d'un métal, l'orichalque, le plus précieux de tous après l'or, qui était produit en quantité sur l'Atlantide.
L'île regorgeait donc de trésors de la nature et jamais il n'a été possédé autant de richesses. Grâce à toutes ces ressources exceptionnelles, le peuple construisit d'importantes infrastructures telles que des temples, des palais et des ports. Il dessert des ponts afin de créer une circulation entre l'île royale et le reste du continent. Critias explique par ailleurs que cette dernière était époustouflante de beauté et forçait l'admiration et l'émerveillement tant chaque roi qui se succédait se consacrait à rendre la demeure royale encore plus belle. Toutes ces constructions étaient réalisées grâce à des pierres trouvées en fouillant dans les flancs de l'île. Des blanches, des noires et des rouges ornaient leur architecture afin de ravir les yeux. Critias continue de nous apprendre qu'au milieu du continent, on trouvait le temple de Poséidon et de Clito. Entourés de murailles et ornés d'or, d'argent, d'ivoire et d'orichalque, leur résidence symbolisait l'abondance, le luxe et la beauté. Chaque année, les 10 provinces de l'Empire faisaient des offrandes à leurs 2 divinités. Le sol était a priori très élevé au-dessus de la mer. Les soins apportés par tous les rois qui se succédaient ont permis de rendre la terre féconde et de mettre en place une organisation permettant de faire 2 récoltes par an. La nature environnante était majestueuse. Au nord, de belles et grandes montagnes entouraient l'île et protégeaient les terres. Des prairies arrosées par des lacs et des rivières garantissaient des pâturages aux animaux. Les forêts offraient des réserves de bois et d'essences variées pour de nombreux arts. On lit dans le Critias que les rois atlantes avaient pour habitude de pratiquer un rituel dans lequel ils sacrifiaient des taureaux. Tous les 5 ou 6 ans, ils se retrouvaient pour délibérer si l'un d'eux avait transgressé une loi et ils le jugeaient. Au centre du temple de Poséidon se trouvait la colonne d'Atlas sur laquelle sont gravées les lois. Cette dernière, représentant le roi Atlas, est réputée soutenir le ciel. C'est une allusion au fait que la société repose sur l'application de la loi et sur la justice. Critias explique que les 10 rois doivent chasser un taureau lâché en liberté dans le temple avec uniquement des cordes et des bâtons. Le taureau devait ensuite être égorgé au sommet de la colonne, symbolisant ainsi leur engagement à gouverner de manière loyale, sans corruption. Une coupe de sang du taureau était aussi récupérée et chacun jurait de ne pas s'écarter des lois et de punir ceux qui ne le respecteraient pas. À travers ce long rituel, les rois s'engageaient à rester modérés et équilibrés et à ne pas se pervertir. Plusieurs générations se succédèrent durant lesquelles les Atlantes restèrent humbles, estimant peu leur richesse et ne se laissant pas troubler par l'opulence. Cependant, Critias nous apprend qu'il arriva un moment où les Atlantes se laissèrent dominer par l'envie de devenir encore plus puissants et riches. Le prêtre égyptien rapporta à Solon que c'est à ce moment-là qu'Athènes avait vaincu les envahisseurs atlantes et ainsi rendu la liberté à tous les pays qui habitaient à l'intérieur des colonnes d'Hercule. À la suite de cela, Jupiter, le maître des dieux qui gouverne la terre, le ciel et tous les êtres vivants, voulut punir le peuple atlante de ces écarts afin de les rendre plus sages. Critias raconte que Jupiter aurait réuni tous les dieux dans le sanctuaire du ciel et il dit : C'est ainsi que se termine le Critias. Interrompu en pleine sentence, Platon ne laisse entrevoir une once de ce que Jupiter leur a dit, laissant les doutes, la curiosité et la frustration planer dans les esprits. Le Timée nous dévoile cependant que s'ensuivirent des tremblements de terre et des inondations extraordinaires qui ravagèrent en un seul jour et une seule nuit toute l'île. Même si l'existence d'une Atlantide bien réelle, comme l'avait décrite Platon, laisse de nombreux esprits plutôt perplexes, des savants ont tout de même pris parti en faveur des théories énoncées dans le Timée et le Critias. Bien que dénuées de preuves, ces personnes ont argumenté par des textes et des études approfondies leurs propos,
faisant pour la suite confiance aux avancées scientifiques pour reléguer le témoignage de Platon dans le réel. 3 théories se sont fortement distinguées, celle de Bacon, celle de Blavatsky et celle de Donnelly. Le premier philosophe qui arbora la question de l'Atlantide après Platon fut Francis Bacon. Né en 1561 à Londres, ce scientifique philosophe et homme d'État anglais fut un des pionniers de l'approche scientifique moderne. Il défend l'idée qu'il est nécessaire de construire une science utile pour l'homme en passant par des techniques de domination de la nature. D'après Bacon, il est nécessaire de libérer l'intellect des préjugés qui limitent la pensée. Il se pencha sur la légende de la cité engloutie à travers son livre « La Nouvelle Atlantide ». Pour le philosophe, l'histoire du continent coïncide avec celle de l'Amérique, plus particulièrement avec celle de l'actuel Brésil. Son niveau de civilisation aurait été beaucoup plus élevé dans un lointain passé que ce qu'il était au XVIIe siècle. L'Atlantide, selon Bacon, aurait été victime d'un déluge ou d'une inondation qui se produisit 1000 ans après le déluge universel. Les survivants qui se sauvèrent repeuplèrent petit à petit le continent. Dans la Nouvelle Atlantide, les navigateurs, écartés de leur trajectoire principale à cause de vents violents, échouent dans une région encore inexplorée, l'île de Ben-Salem. Cette région est un lieu extraordinaire et tolérant. La qualité de la vie et le bien-être qui en émane fait naître la sérénité, la courtoisie et le respect sur les habitants de cette nouvelle Atlantide. L'approche de Bacon ne permet certes pas de situer l'Atlantide, mais elle apporte un regard concret différent au modèle de perfection recherché par les hommes depuis très longtemps. Elena Petrovna Blavatsky est née en 1831 en Ukraine. Elle est l'un des membres fondateurs de la Société théosophique et d'un courant ésotérique appelé théosophie, une forme de recherche spirituelle dans laquelle toutes les religions et philosophies possèdent un aspect d'une vérité plus commune. Sa devise est qu'il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Elena Blavatsky écrit de nombreux ouvrages, dont elle soutient ne pas être l'auteur puisqu'elle aurait juste retranscrit sur le papier ce qui lui était dicté par thérapie. Tous sont caractérisés par une profonde spiritualité, renforcée par une croyance dans la tradition spirite et dans le syncrétisme religieux. Grâce à son don pour les contacts avec le surnaturel, Blavatsky comprit que les Atlantes constituaient la 4e des 7 grandes races qui apparurent l'une après l'autre sur nos continents. Ce fut elle qui vécut dans l'actuelle Amérique de 1 million à 80 000 avant notre ère. Pour elle, la race Atlante est à la base des grandes civilisations occidentales dont la plus brillante aurait été la civilisation des Toltèques, inventeurs de la télépathie et des avions à réaction. Arrivés à leur apogée, les Atlantes connurent une décadence et les châtiments des dieux s'abattirent sur eux à travers des tremblements de terre, des raz de marée et des déluges. On peut ainsi, à juste titre, supposer que la catastrophe évoquée par Platon fut la dernière d'une série de plusieurs événements moins destructeurs. Ignatius Donnelly est un écrivain né à Philadelphie en 1831. Ce scientifique singulier est principalement connu pour ses théories sur l'Atlantide qu'il considère comme une civilisation antédiluvienne. Pour Donnelly, il existe des preuves confirmant la diffusion de la culture atlante et il en fait état dans son ouvrage Atlantide, le monde antédiluvien. Pour lui, les Atlantes sont les créateurs de nos arts et de nos sciences, car le Nouveau Monde et l'Ancien ont beaucoup de ressemblances. Il affirme que les Atlantes voyageaient énormément, maîtrisant la boussole et parcouraient les océans. À la suite d'un cataclysme, seuls quelques survivants trouvèrent refuge sur le continent américain.
avant de se disperser dans le monde entier pour y fonder de nombreuses civilisations comme en Inde, en Amérique centrale ou encore en Égypte. Donnelly souligne par ailleurs que le mode de vie et le fonctionnement des pharaons étaient quasi identiques à celui des Atlantes. L'Atlantide était décrite grande comme un continent. En son centre, elle possédait une vaste plaine de 550 km de long sur 370 km de large. Ces terres étaient riches et fertiles et il faisait bon vivre sur ce continent. Au-delà des descriptions de Platon, d'autres auteurs ont retranscrit à travers des écrits la vie des Atlantes. 3 personnages ont une importance notable dans l'histoire des fondements de l'Atlantide: Poséidon, Clito et Atlas. Fils de Cronos et de Rhéa, Poséidon est associé à Neptune chez les Romains. Cette divinité marine fait partie des 12 Olympiens, les dieux immortels qui résidaient sur l'Olympe, et est le frère de Zeus et Hadès. Lors d'un combat contre les titans et les géants, Poséidon se rangea du côté de Zeus et tua Polybotès, un géant. Ainsi, après la victoire, leur père partagea le monde en 3 parts. Zeus eut le vaste ciel. Hadès eut les ténèbres du monde souterrain. Quant à Poséidon, il se vit attribuer l'empire des eaux, aussi bien douces que salées. C'est ainsi qu'il devint le dieu de la mer, des océans, de la navigation, des tempêtes et des tremblements de terre. Poséidon possède cependant un pouvoir sur la terre ferme puisqu'il est capable de la faire trembler au point de faire peur à son frère Hadès qui craint de voir la voûte de l'enfer s'effondrer. L'accessoire qui le symbolise le plus est le trident, arme qui sert traditionnellement à la pêche aux gros poissons. Il est fréquemment représenté avec le trident sur les monuments. Poséidon se sert de cette arme pour soulever la mer et détruire rochers, montagnes et citadelles, ou encore pour faire jaillir des sources. D'après Platon, Poséidon se voit attribuer le royaume de l'Atlantide. Clito, qui signifie l'illustre ou encore la magnifique, fut la femme de Poséidon selon les dialogues platoniens. Autochtone mortelle de l'Atlantide, Clito enfanta 5 jumeaux mâles. Chaque père se composait d'un aîné et d'un cadet. L'aîné de tous se fit appeler Atlas. À sa mort, Clito se vit ériger un temple sacré à son nom et celui de Poséidon. Atlas fut l'aîné des fils du dieu Poséidon et de la mortelle Clito. De son nom, Atlas, dont l'étymologie demeure mystérieuse, a découlé le nom de l'île Atlantide et celui de l'océan qui l'entoure, l'océan Atlantique. Lorsque Poséidon divisa l'Atlantide en 10 parties entre ses fils, Atlas devint le roi de la capitale et de sa cité. Il prit alors possession du centre de l'île, la partie la plus vaste et la plus riche du royaume, où se trouvait la maison de sa mère. Le règne d'Atlas se réfère à l'âge d'or de l'Atlantide. Les Atlantes, habitants de l'Atlantide, étaient des gens emplis de vertu et d'authenticité. Leur manière de rendre la justice et l'organisation de leur pays en était la preuve. La qualité de leurs équipements a fait état d'une intelligence supérieure. En effet, les Atlantes avaient mis au point des techniques très avancées et construit des infrastructures particulièrement évoluées. Ils vivaient dans le luxe et l'abondance. Cependant, cette richesse en démesure aura raison du peuple atlante. Obsédés à l'idée d'en vouloir toujours plus, ils décidèrent de partir à la conquête d'autres contrées, tentant de dominer leur peuple et d'accroître encore plus leur richesse. Mais Jupiter vit d'un très mauvais œil ce comportement contraire aux règles dictées depuis l'origine des temps. Ainsi, à la suite de la défaite des Atlantes face à Athènes, Jupiter provoqua un cataclysme apocalyptique entraînant la chute et la disparition de l'Atlantide ainsi que de toute sa population. Le Critias a révélé que les Atlantes détenaient une abondante richesse.
Même s'ils acquéraient certains biens de l'extérieur de la cité, la plupart de tout ce dont ils avaient besoin était produit et disponible sur le continent. Et c'est ce point qui en fit une si grande puissance. En raison d'un climat propice, les Atlantes pouvaient récolter 2 fois dans l'année. L'été, les terres étaient arrosées par l'eau puisée dans les canaux, et Jupiter amenait de l'eau l'hiver afin de rendre les terres bien fécondes. Ainsi, les productions étaient considérables. On y trouvait toutes sortes de plantes, d'herbes, de parfums, de racines, de fruits et de légumes. Celui que les Atlantes appellent le fruit de la vigne leur servira à produire un aliment solide, comme ils l'appellent. L'île, grâce à sa nature florissante, était capable de faire vivre de nombreuses espèces d'animaux, tant domestiques que sauvages, notamment des éléphants qui étaient largement représentés. Les villes étaient arrosées par des lacs et des rivières et entourées de plaines qui prodiguaient d'excellents pâturages aux animaux qui pouvaient se nourrir à leur faim. 2 considérables sources d'eau chaude et froide étaient entourées d'arbres et de constructions appropriées à la beauté du lieu. Différentes citernes étaient mises à disposition selon la place de chacun dans la cité. Famille royale, particuliers ou encore animaux. Les Atlantes pouvaient extraire des mines tous les métaux, durs ou malléables, dont l'orichalque, le 2e métal le plus précieux après l'or. L'orichalque. L'orichalque est un alliage antique précieux qui est évoqué par Platon dans le Critias. Traduit du grec ancien, orichalque signifie littéralement « cuivre des montagnes ». C'est un élément énigmatique de la légende de l'Atlantide puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, aucune trace de ce métal n'a jamais été retrouvée. Platon y fait référence dans la description des structures de l'Atlantide. L'orichalque aurait constitué l'enceinte qui entoure la capitale ainsi que le temple de Poséidon. De plus, la colonne magistrale disposée au centre du temple sur laquelle sont inscrites les lois serait également élaborée avec de l'orichalque. Les terres antiques n'ayant pas laissé de formule précise de cet alliage, il est difficile aujourd'hui de certifier sa présence. Des découvertes se rapprochent quelquefois de ce métal, mais rien n'est prouvé, ni même son existence. Les cristaux de quartz. Les Atlantes avaient découvert sur leur île la présence de cristal de quartz appelé dioxyde de silicium. Ils maîtrisaient l'utilisation de ce minerai à la perfection. En se servant des radiations invisibles qui émanent du cristal de quartz, les Atlantes étaient en capacité de faire fonctionner de nombreux appareils d'une puissance phénoménale. Médecins et guérisseurs s'en servaient pour leurs soins, les guerriers l'utilisaient comme arme, d'autres savants l'employaient pour entrer en contact avec diverses intelligences de l'univers. Posés au sommet des constructions, les cristaux de quartz pouvaient ainsi concentrer et accumuler de la chaleur pour faire fonctionner le réseau de transport et alimenter en lumière tout le pays. Ils se servaient également de lentilles de cristal de quartz de très grande dimension pour transformer les rayons du soleil en énergie liquide qui était ensuite utilisée comme carburant. Grâce à toutes ces richesses, les Atlantes purent aménager l'île à leur guise. Ils construisirent tout d'abord des ponts afin que leur continent soit accessible au temple royal et au reste du monde. La demeure royale demeurait là où Poséidon et Clito s'étaient établis à leur arrivée sur l'île. Cette demeure était ensuite léguée de descendant en descendant. Les Atlantes creusèrent un grand canal afin que même les plus grands vaisseaux puissent circuler vers le continent. Navires marchands et commerçants venaient de toutes parts, de jour comme de nuit. Le plus grand port était même réputé pour faire un vacarme assourdissant tant de monde y bavardait.
Une triple enceinte fut dressée autour de la demeure royale. L'architecture était agréablement agencée avec les pierres noires, blanches et rouges récoltées en dessous de la périphérie de l'île centrale. Des métaux y étaient souvent ajoutés pour donner de l'éclat. Au milieu de l'acropole, on devinait le temple sacré de Clito et Poséidon, barricadé d'une clôture en or. C'est à cet endroit précis que, chaque année, les Atlantes venaient offrir en sacrifice leurs prémices. Le sanctuaire de Poséidon était recouvert d'argent et d'or. Son intérieur était d'ivoire, d'argent, d'or et d'orichalque. Et de nombreuses statues s'érigeaient. À l'extérieur, tout autour du sanctuaire, étaient représentées en or les images des 10 rois et de leurs femmes. Les Atlantes disposaient de temples et de jardins en l'honneur de leurs dieux. Ils possédaient également des gymnases pour les hommes et pour les chevaux et un hippodrome. Dès l'origine, l'administration de l'Atlantide était claire. Chaque roi est responsable de la partie de territoire pour laquelle il a été nommé souverain. Il était libre de punir et de condamner à mort comme bon leur semblait, hormis pour les membres de leur propre famille auxquels il leur fallait le consentement de plus de la moitié des autres rois. La loi était gravée sur une colonne d'orichalque nommée colonne d'Atlas, située au cœur du sanctuaire de Poséidon. Afin de rendre compte de leurs propres actes face à la justice et de garantir la loyauté de chaque roi, tous les 5 ans ou 6 ans, en alternance afin de ne pas privilégier les pairs ni les impairs, avait lieu le sacrifice des taureaux et le pacte de sang. En astrologie, le taureau est symbole de richesse et d'accroissement des ressources. Mais le taureau peut aussi être égoïste et attiser l'envie d'avoir encore et toujours plus. L'addiction au pouvoir est un danger pour les rois et peut les mener à leur perte en menant des guerres de conquête absurdes. Le rituel de sacrifice des taureaux a donc un sens symbolique très fort, puisqu'il confronte les rois à leur faiblesse, en les sacrifiant symboliquement par l'intermédiaire du taureau. Le Critias livre peu d'éléments concernant les détails de la chute de l'Atlantide, si ce n'est que Jupiter, en colère du comportement conquérant des Atlantes, convoqua les dieux et leur fit part de certaines paroles dont nous ne connaissons pas le contenu puisque Platon a arrêté son écriture à ce moment-là. Mais le Timée, lui, dévoile que l'île de l'Atlantide avait été subitement submergée par des inondations et avait subi des tremblements de terre, l'entraînant à sa perte dans une disparition éternelle. Existe-t-il un lien entre les intentions de Jupiter et le cataclysme apocalyptique survenu sur l'Atlantide ? La chute de l'Atlantide a donné lieu à de nombreuses interprétations et récits de la part d'auteurs et scientifiques. Parmi eux, le mythe de l'Atlantide a profondément inspiré Edgar Cayce. Surnommé le prophète dormant, Edgar Cayce est l'un des plus grands médiums et guérisseurs. Originaire des États-Unis, il est profondément religieux et doté depuis son enfance de dons psychiques. En effet, Cayce se livrait sous hypnose à des lectures à travers lesquelles il diagnostiquait le mal de personnes qu'il n'avait jamais vues et leur proposait un traitement. C'est au cours de ces lectures qu'il se mit à décrire l'Atlantide avec beaucoup de détails, puisqu'il affirmait avoir été lui-même Atlante. Il décrivait ainsi le continent et évoquait sa vie antérieure. Sa version ne coïncide pas avec celle de Platon. En effet, Cayce décrit un immense continent qui s'étire de l'Europe au golfe du Mexique. Il prédit que l'on trouverait les vestiges d'un temple atlante dans les Bahamas. La particularité de Cayce est qu'il insista fortement sur la supériorité du peuple atlante, notamment grâce aux cristaux de feu. D'après le prophète, il aurait en effet eu accès à une technologie de pointe avec des lasers, des navires volants, l'existence de transmissions électroniques et surtout une machine antigravité.
C'est en employant mal leur technologie scientifique que les Atlantes auraient mené l'Atlantide à sa perte. En tant que prêtre atlante, dans une de ses vies antérieures, Case affirmait avoir assisté à l'engloutissement du continent. Selon le prophète, l'Atlantide aurait subi 3 catastrophes dites nucléaires dues à la mauvaise utilisation de l'énergie dont disposaient les Atlantes. La première catastrophe aurait eu lieu en 50 000 avant Jésus-Christ. Les Atlantes, voulant se protéger d'énormes animaux venus infester la Terre, auraient utilisé des produits et causé une énorme explosion. Le deuxième événement mit en cause un cristal très puissant qui concentrait l'énergie solaire et provoqua encore une fois une explosion. L'Atlantide commença alors à subir un engloutissement progressif qui s'acheva avec une troisième déflagration atomique aux environs des 10 000 ans avant Jésus-Christ. L'usage incontrôlé de mystérieuses énergies cosmiques aurait provoqué des bouleversements de la Terre et l'engloutissement de l'Atlantide au fond de l'océan. Avant de pouvoir affirmer les raisons précises en cause de la chute de l'Atlantide, il est primordial de tenir compte de sa localisation. Ce qui n'est encore pas une donnée acquise, même si des hypothèses concrètes ont déjà été émises. Cependant, grâce au progrès en archéologie, nous savons qu'au cours de certaines périodes très lointaines, la Terre a subi des grands cataclysmes naturels engendrant la destruction de pays entiers et changeant son aspect. C'est au XXe siècle que la théorie de la tectonique des plaques a été avancée. Ce modèle scientifique explique la dynamique globale de l'enveloppe rigide de la surface de la Terre. Il y a 600 millions d'années, un supercontinent nommé Rhodini s'est fragmenté en blocs qui se seraient ensuite déplacés sur plusieurs millions d'années pour finir par se rejoindre et ainsi former les continents actuels. D'après les scientifiques, il y aurait eu 5 destructions de toute forme de vie durant les 4 derniers milliards d'années. La dernière de ces destructions a eu lieu il y a 65 millions d'années, probablement due à la célèbre chute d'un astéroïde dans la province du Yucatan, causant la disparition de nombreux dinosaures. Les tremblements de terre. Un tremblement de terre est un ensemble de vibrations de la surface de la Terre qui provient de la fracturation des roches en profondeur. Comme les volcans, les séismes sont des phénomènes liés à l'activité interne de la Terre. Les deux phénomènes sont d'ailleurs liés. Tous les ans, notre planète est touchée par 50 000 tremblements de terre, bien que seulement 1% d'entre eux ne représentent un réel danger. Les conséquences lorsqu'ils atteignent les zones habitées sont colossales. La région du détroit de Gibraltar est soumise à une forte activité sismique. Pour preuve, en 1755, après la secousse sismique qui secoua Lisbonne, sa population vit soudain l'océan se retirer pour revenir 40 minutes plus tard, tel un immense mur d'eau balayant tout sur son passage. Cette catastrophe a causé près de 100 000 victimes. Ce qui est arrivé ce jour-là fait écho au récit de Solon pour la destruction de l'Atlantide. Les éruptions volcaniques. Autrefois, la destruction liée à une éruption volcanique était liée, dans l'esprit des hommes, au surnaturel et à l'extraordinaire. On parle d'éruption volcanique lorsque de la lave et des gaz sont libérés d'un volcan, souvent de manière explosive. Les volcans se situent le plus fréquemment là où les plaques tectoniques se rejoignent ou s'éloignent. Ce phénomène géologique a provoqué depuis la fin du XVIIIe siècle 250 000 morts, dont 70% en seulement 4 éruptions. L'éruption volcanique qui aura le plus marqué les esprits est celle de Pompéi, cité antique italienne, intégralement détruite suite à l'éruption du Vésuve en 79 après notre ère.
Une preuve bien réelle de la puissance destructrice de la nature. Les comètes. Depuis toujours, les hommes considèrent le ciel comme le domaine des dieux, qui manifesteraient leur humeur par des phénomènes atmosphériques. Ainsi, les effets naturels célestes étaient perçus comme la colère des dieux. Les comètes sont des astres possédant un noyau brillant et une traînée gazeuse. Elles étaient interprétées comme un signe prémonitoire de futurs cataclysmes. Dans le passé, les scientifiques ne disposaient pas des techniques modernes d'astronomie qui permettent aujourd'hui de définir la masse de la comète, sa trajectoire ou encore sa morphologie. Au cours des 2200 dernières années, plus de 800 comètes ont visité le système solaire sans provoquer aucun dégât. Cependant, en juillet 1994, une comète désintégrée s'est écrasée en plus de 20 fragments sur Jupiter. Chacun mesurant 1,5 km de diamètre et voyageant à une vitesse de 3000 km/h. Les conséquences d'un éventuel contact avec la Terre auraient été catastrophiques. Les scientifiques ne sont pas convaincus que la chute de l'Atlantide soit liée à la chute de corps célestes. Mais certains atlantologues restent persuadés que la Terre aurait été frappée par une comète engendrant un inversement des pôles, un déluge universel et par là même la destruction de l'Atlantide. Les météorites. Les météorites sont des fragments de corps célestes atteignant la croûte terrestre. Elles demeurent légèrement plus envisageables pour la communauté scientifique. En effet, il y a 5000 ans environ, une grosse météorite de 200 mètres de diamètre et se déplaçant à une vitesse d'environ 30 km par seconde serait tombée sur la Terre, provoquant des tremblements de terre et une vague haute de dizaines de mètres en détruisant tout sur son passage. Des tonnes de détritus furent soulevées sur des centaines de mètres de hauteur, empêchant ainsi le passage de la lumière. Sans soleil, la température descendit et la Terre devint infertile. Un tel événement aurait théoriquement pu subvenir dans l'Atlantide. Mais sans traces archéologiques et géologiques, il demeure impossible de le confirmer. Dans le Timée, Platon nous dévoile une information significative concernant la situation géographique de l'Atlantide. Car, en ce temps-là, on pouvait traverser cette mer. Elle avait une île. Devant ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Héraclès. Ces fameuses colonnes, autrement connues sous leur nom latin colonnes d'Hercule, représentent symboliquement les deux montagnes qui bordent le détroit de Gibraltar. C'est Diodoré de Sicile, un historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui alimente une légende selon laquelle Hercule aurait utilisé sa force pour se fendre un passage dans la montagne autrefois appelée Atlas. C'est ainsi qu'il crée le détroit de Gibraltar et relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Situé au sud de l'Espagne et au nord du Maroc, le détroit de Gibraltar est le seul passage maritime qui relie la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Sa largeur oscille entre 14 km au niveau de Tarifa et Punta Cires et 60 km depuis le cap Trafalgar jusqu'au cap Spartel. Le détroit atteint une profondeur de 1000 mètres. L'existence du détroit de Gibraltar est directement liée à la tectonique des plaques qui construit le paysage de la Terre depuis ses origines. À la surface, l'eau de l'océan moins salée sera plus légère et aura tendance à venir s'engouffrer en Méditerranée, tandis que l'eau de mer, plus dense, provoquera dans les fonds un courant en sens inverse. Ce courant de fond était utilisé pendant la Première Guerre mondiale par les sous-mariniers allemands afin de se laisser porter, moteur éteint, sans se faire remarquer des autorités anglaises postées à Gibraltar. Jacques Collina-Girard, un géologue et préhistorien français, maître de conférences à l'université d'Aix-en-Provence, a longuement travaillé afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle l'Atlantide se situait bien là où Platon le disait, en face des colonnes d'Hercule.
En effet, alors qu'il réalisait une exploration géologique au Maroc, sans aucun rapport avec l'Atlantide, il découvrit à la sortie du détroit un haut fond culminant à moins 55 mètres. Il s'exclama avec un air légèrement provocateur « Mais c'est l'Atlantide !» Ce fut le début d'un long travail abordé sous différentes disciplines telles que la géologie, l'ethnologie, la psychologie ou encore la paléoclimatologie. Jacques Collina-Gérard a basé ses recherches sur le niveau moyen des mers vers la fin de l'ère glaciaire. Les données récoltées sur les barrières de corail prouvent que les côtes de la pointe la plus au sud de l'Espagne et de la région de Gibraltar se trouvaient 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui il y a 19 ans. Par conséquent, à l'époque, il y avait un archipel au milieu du détroit et il est désormais submergé. Le scientifique insiste sur le fait que bien que des archéologues aient parcouru le monde entier en quête de l'Atlantide, aucun n'a réellement pris le temps d'établir des recherches à l'endroit même où Platon l'a situé, face aux colonnes d'Hercule. Par rapport à la découverte de l'archéologue, certains faits évoqués par Platon dans ses dialogues ne coïncident pas. Même si une île a bien été présente à cet endroit, elle aurait cependant été plus petite que ce qu'en disait Platon. Ce dernier affirmait que l'Atlantide était bien plus grande que la Libye et l'Asie réunies, alors que l'île découverte par Jacques Collina-Gérard mesure 14 km sur 5 km. Par contre, au niveau des données géographiques, les éléments concordent, l'emplacement, la date d'engloutissement, les causes de la catastrophe. Confirmé par des sédiments carottés, il y aurait bel et bien eu des tremblements de terre majeurs il y a 12 000 ans. Athanasius Kircher, un prêtre jésuite allemand, est un des savants les plus importants de l'époque baroque et l'un des premiers à représenter ce qu'aurait pu être la cité submergée de l'Atlantide. À travers l'écriture d'ouvrages, il traite de géologie et de spéléologie en tentant d'analyser les phénomènes volcaniques et de séismes. Il analyse les phénomènes d'érosion, d'immersion et d'émersion, et est persuadé que la Terre détient des cavités et des volcans souterrains. Il propose à partir de toutes ces données une carte de la Terre des anciens temps dans laquelle il représente l'Atlantide. Son tracé trop aléatoire et ne reposant sur aucune donnée scientifique sera laissé de côté pendant quelques décennies. Bory de Saint-Vincent, biologiste et géographe, s'inspirera de l'hypothèse de Kircher en 1803 pour illustrer sa théorie et dresser une nouvelle carte dans laquelle l'Atlantide serait située à l'ouest de l'Afrique. D'après lui, les Açores, Madère et les Canaries constitueraient les vestiges de l'île mythique. À la fin du XIXe siècle, une exploration des hauts fonds près des Açores témoigne de l'existence d'une chaîne montagneuse sous-marine comme une zone de fracture dans l'écorce terrestre qui peut renfermer de nombreux volcans. Santorin est une île grecque située en mer Égée. Également nommée Terra, c'est l'île la plus grande d'un petit archipel volcanique composé de 4 autres îles, l'archipel de Santorin. Située à environ 110 km au nord de la Crète, Santorin est l'une des îles les plus spectaculaires du monde de par sa beauté naturelle et constitue l'un des principaux lieux touristiques de la Grèce. Son premier nom aurait été Callistée, signifiant la très belle. Elle aurait ensuite été renommée Terra en l'honneur du colonisateur dorien Terras. Son extrême vulnérabilité fait également parler d'elle puisqu'elle fait partie des 16 décades volcanoïdes, volcans de la décennie, désignés dans le cadre de la décennie internationale par la prévention des catastrophes naturelles de l'ONU. En effet, l'île est située sur l'arc volcanique qui s'étend de l'ouest de la péninsule ibérique jusqu'au Caucase. Cet arc de feu résulte de l'affrontement des plaques tectoniques, mais plus précisément du glissement de la plaque africaine sous la plaque eurasienne. La géologie de Santorin est par conséquent très complexe.
Depuis 400 000 ans, l'archipel de Santorin a subi une douzaine d'éruptions majeures et de considérables éruptions mineures. Le volcan se manifeste de temps en temps, rappelant ainsi aux hommes que la nature est le seul maître de cette île. La dernière éruption date de 1956. Un séisme engendra une cinquantaine de victimes et détruisit plus de 2000 habitations. Mais cela reste inégalable à l'éruption cataclysmique qui se produisit entre 1650 et 1500 avant Jésus-Christ. Fondée en 2000 avant Jésus-Christ, la ville d'Akrotiri était un site prospère avec une forte influence minoenne. Elle fut ensevelie sous une épaisse couche de cendres en 1600 avant Jésus-Christ, lors de l'éruption volcanique. Depuis 1967, des fouilles permettent de mettre à jour les vestiges d'un ensemble très avancé mettant en évidence des édifices, des places et des grandes villas souvent construites sur plusieurs étages et ornées de peintures murales remarquables. Les habitations étaient reliées à un système d'évacuation des eaux usées et alimentées en eau chaude et en eau froide. Les objets retrouvés lors des fouilles témoignent des liens commerciaux avec des pays tels que l'Égypte, la Libye ou encore la Syrie. Le plus surprenant est qu'aucun corps humain n'a été retrouvé dans les ruines. Les scientifiques supposent qu'une éruption mineure se serait produite avant le cataclysme mettant les habitants en alerte. Ainsi, la population aurait pu évacuer avant la deuxième éruption qui fut dévastatrice et qui survint 2 mois plus tard. L'éruption se produisit sur une petite île située au centre, à proximité de l'actuelle Néa Kamenni. Les géologues estiment que cette éruption fut l'une des plus violentes de ces 5000 dernières années, plongeant la région dans la pénombre dans un rayon de 600 km durant 2 jours entiers. L'Atlantide aurait-elle été plongée dans l'obscurité durant 7 jours? L'explosion de Santorin produisit une colonne d'éjecta de 40 km de haut. Les débris se répandirent au milieu des mers Égée et Méditerranée. L'eau de mer qui s'engouffra dans le cratère se transforma en vapeur. Le volume des éjectats a été estimé à 65 km3. À la suite de l'éruption s'ensuivit un immense tsunami. Après un retrait des eaux loin des côtes, une vague gigantesque de plus de 100 mètres de haut balaya les îles voisines à une vitesse de 160 km/h. La plus grande des vagues qui s'abattit sur la crête rasa les villes de Malia, Zakros et Phaistos, détruisant l'essentiel de la civilisation minoenne. Le centre de l'île fut étouffé sous la lave refroidie, rendant ainsi les terres stériles pendant plusieurs dizaines d'années. Des tremblements de terre touchèrent aussi la crête. À la suite de cette catastrophe, l'archipel de Santorin demeura inhabité durant 500 ans. Tout d'abord, la riche capitale Akrotiri possédait une culture très avancée et était pourvue d'un gouvernement indépendant et séculier. Les habitants de Santorin avaient acquis de nombreuses connaissances, riches de leurs échanges commerciaux. L'architecture et l'urbanisme étaient très sophistiqués et l'eau gérée de manière ingénieuse. On trouve le même type de roches blanches, noires et rouges à Santorin que ce qui est décrit sur l'Atlantide. La population pouvait paraître solidaire et organisée puisque hommes et animaux furent a priori sauvés en un temps très court. Les magnifiques fresques ornant les demeures traduisent un haut degré de civilisation, laissant présager qu'Akrotiri était le paradis terrestre de son époque. La géographie de l'île correspond à plusieurs des aspects décrits par Platon, une structure concentrique avec un canal conduisant au port, une terre riche en eau, comme l'était Tira à l'époque. Enfin, la civilisation minoenne fut touchée à l'apogée de sa puissance et de son rayonnement. Malgré ces nombreuses similitudes, des éléments ne concordent pas avec l'histoire de l'Atlantide racontée par Platon.
Tout d'abord, Akrotiri ne se trouve pas au-delà des colonnes d'Hercule. De plus, Santorin a plutôt la forme d'un cône volcanique que celle d'une vaste plaine, comme le suggéraient les dialogues platoniens. Enfin, la plus grande incohérence réside dans le rapport au temps. Les deux événements sont distants de plus de 8000 ans. La majorité des scientifiques s'accordent aujourd'hui à penser que les coïncidences entre les deux îles résident dans le fait que la catastrophe de Santorin a pu alimenter fortement la légende de l'Atlantide. Revenons un peu sur Edgar Cayce, le célèbre prophète dormant qui a pu rapporter des détails très précis de l'Atlantide grâce à ses séances d'hypnose et à sa supposée vie antérieure atlante. En plus du récit précis de la chute de l'Atlantide, le médium avait annoncé que des vestiges du continent disparu seraient retrouvés dans la région de Bimini, aux Bahamas, dans l'océan Atlantique, aux alentours des années 1968-1969. Cayce mourut en 1945, et c'est effectivement plus de 20 années plus tard que sa prophétie archéologique se réalisa. Précisément en 1968, furent découvertes parmi les bancs de sable des Bahamas des possibles constructions submergées et des élévations inexplicables de fonds marins. S'agit-il des restes de l'Atlantide ? Le débat ne fait pas l'unanimité. Même si les découvertes de ces restes sous-marins font penser à une ancienne cité engloutie, aucune preuve ne confirme des traces d'activité humaine. La théorie de Cayce a cependant été soutenue par la légende entourant le triangle des Bermudes. En effet, la zone tristement connue pour ses mystérieuses disparitions trouverait une explication à l'existence de ces fonds marins de l'île Atlantide. Les cristaux de feu des Atlantes continueraient à irradier du fond de l'océan, provoquant ainsi des anomalies touchant les instruments de navigation des avions et des navires dans le triangle des Bermudes. Aujourd'hui, l'Atlantide demeure une énigme non élucidée. Même si la science officielle n'est pas convaincue de son existence, de nombreux savants et chercheurs œuvrent pour localiser ce continent submergé et comprendre enfin ce qu'a été l'Atlantide. Grâce aux avancées des technologies modernes, à la géologie, à la paléontologie, ou encore à l'océanographie, les scientifiques sont en mesure de scruter précisément les fonds marins et de plus en plus de réponses affluent afin de pimenter concrètement l'histoire de la cité engloutie. Mais, au-delà du simple fait de distinguer le mythe de la réalité, la vocation de l'Atlantide ne serait-elle pas de vulgariser les intentions moralisatrices de Platon ? À travers ces dialogues plus que détaillés, Platon semble vouloir proférer un message envers les Athéniens. En effet, le mythe de l'Atlantide oppose deux mondes différents. D'une part, l'Atlantide elle-même, une riche cité, intelligente et conquérante, face à Athènes, conservatrice, rurale et antédiluvienne. À l'époque où Platon écrit ces dialogues, la démocratie athénienne se trouve corrompue par la richesse. Dans cette opposition à deux visages, les dieux décident de prendre parti pour l'Athènes des origines, austère mais vertueuse, et de punir l'Atlantide séduisante mais orgueilleuse. Au final, importe peu les raisons de la catastrophe. C'est la soif de pouvoir et de richesse qui aura eu raison des Atlantes, telle une véritable punition, les menant à leur propre destruction. Le récit s'inscrit comme un message d'alerte destiné à une société qui s'oublie elle-même, qui oublie les lois de la nature et qui oublie surtout que l'homme n'est pas maître des éléments. Comme un avertissement afin de rappeler à l'humanité entière ce qui est arrivé il y a 12 millénaires.